So what we're going to do is I would invite the presenters to come in the plateau, and then we can ask your question whether in French or English, and we have quite few minutes left. Bonjour à tous. Une question concernant la troisième conférence. Oui, merci. À travers l'exemple que vous avez mentionné sur l'accident de travail sur une machine qui se reproduit à 3 reprises, la question du retrait, du droit du travailleur de retrait m'a interpellé. En fait, c'est l'une des questions qui existent dans la Convention 155 sur la sécurité et la santé au travail. Et comme vous le savez, quel que soit le pays qui a ratifié ou non ratifié la convention, les 2 conventions fondamentales du travail, la 155 et la 187 sur le cadre promotionnel de la santé et sécurité au travail, même si un pays n'a pas ratifié ces conventions, il est dans l'obligation, depuis juin 2021, puisque le droit à un milieu sain et salubre est un droit fondamental de travail. Donc, qu'en est-il de la situation au Canada? J'ai consulté, le Canada n'a pas ratifié les conventions 155 et 187. Et qu'en est-il de ce droit de retrait, qui est un droit fondamental de travail pour un travailleur? Merci. Oui, merci. Je peux dire que dans le contexte du Québec, parce que ces règlements, ces lois au Canada sont provinciales, puis au Québec, c'est clair que n'importe quel travailleur a le droit à un milieu de travail sécure. Ce qui arrive, par contre, c'est que dans la réalisation de ce droit-là, il y a des complications. Et l'exemple que j'ai donné, c'était un milieu de travail où il y avait beaucoup de travailleurs sans papier. Alors, selon le gouvernement fédéral, ils n'ont pas le droit de travailler au Canada. Et ça crée une situation où les employeurs qui veulent prendre avantage de cette situation-là, ils savent que leurs employés ne vont pas se plaindre, même si aujourd'hui, c'est quand même possible avec la Commission des normes équité salariale et santé au travail, santé et sécurité au travail, CNEST. On peut faire des plaintes, même si on n'a pas de permis de travail, puis ils vont les traiter. Ça, c'est nouveau, que c'est comme officiellement reconnu. Je ne sais même pas si c'est officiellement reconnu, mais c'est connu. Oui, officieusement. Mais quand même, les gens qui sont sans papier, ils ont peur de se dévoiler. Même si ils sont supposés d'être protégés par la confidentialité, puis que des instances provinciales vont pas partager leur statut avec le gouvernement fédéral, ils ont peur et ça peut les mettre à risque. Alors, c'est un zone gris. Alors, officiellement, oui, le droit est là. En pratique, c'est difficile. We have time to take another question. On a le temps pour une autre question. Thank you, everyone. I listen all this pattern and see the similarity all of this research. So our concern is like just ask a question that what will be the future of all of this research work? Like how it will going to be confront the current policy that totally creating a very imposing process to grinding the worker, not to accessing any kind of health and safety support. So like how we're going to implement these things? Well, this is a very interesting question, and it's not easy to answer, but I think personally, I don't know about you, but programs or laws need flexibility, and they need to be adapted to the current demographic realities. They have to pay attention to various migration or life pathways in order that these programs
whether prevention or rehabilitations are really worker-based approach and not mechanism-based approach, because I think this is the main issue right now. The system is very rigid and inflexible, and that causes many suffering among workers and also among rehab experts, because they understand things that should be done, but they can't do. But it's a fact that we are repeating observing research after researchers, the same things with few improvement in terms of law and practices. And yeah, this is very, I hope it's not for you too much disappointing, but yes, so it's like, yeah, we have to struggle again and again. Maybe just to add also that I think a lot of these projects were done in cooperation with community partners. And just as an example, I think there's probably others, our project has provided the data from the project to, for example, the Public Health Department. When they were looking at temp agencies during the COVID crisis, we were able to mobilize the results from this study to help target interventions about personal protective equipment and stuff like this. So I think when you have teams that are like actively activist kind of, they look for opportunities to provide the information to people that are going to use it. And then the Immigrant Workers Center, several of the team members are sort of organizers there, so they are using the data in their campaigns and stuff like that. So I think that's a nice thing when it's the project is done from the beginning in collaboration, then it can happen just sort of even before the project is finished, start feeding results into active like policy and organizing campaigns. Practice too, yeah. Je suis Véronique Tessier, directrice adjointe au RATMAC, Réseau d'aide aux travailleurs et travailleuses migrants agricoles du Québec. Merci aux 5 panélistes. Ma question est inspirée par la présentation de Daniel Côté, mais elle pourrait aussi être répondue par d'autres sur le sujet de l'alliance thérapeutique. Donc, j'ai adoré votre méthodologie plus ethnographique où vous êtes entré dans le bureau des médecins. Je pense que beaucoup de barrières et de discrimination d'accès aux indemnités se passent dans les cliniques, dans les bureaux des médecins. Parfois, les employeurs accompagnent aussi les travailleurs migrants et c'est l'employeur qui traduit le contenu des rencontres, ce qu'on dénonce depuis des années et qui devrait absolument être interdit. Je me demande si ça s'est déjà fait au Canada de s'intéresser aussi aux travailleurs qui poursuivent les traitements et la réadaptation dans leur pays d'origine. Parce qu'on a de plus en plus de dossiers comme ça où le permis de travail est d'une durée très limitée. Donc, le travailleur a l'obligation de retourner chez lui ou le billet d'avion de retour est carrément acheté par l'employeur très rapidement après la lésion. Donc, je me demande, ça serait vraiment intéressant d'aller regarder l'alliance thérapeutique dans un cas comme ça, transnational, où le médecin dans le pays d'origine ne comprend pas du tout la législation québécoise, par exemple, ou ontarienne. Même les médecins canadiens, parfois, ne connaissent pas la loi entourant les accidents professionnels. Donc, ça complique beaucoup les choses quand le travailleur est chez lui. Je pense que c'est une barrière d'accès à laquelle il faudrait s'intéresser. Donc, je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus. Merci. Oui, ben, merci pour la question. Oui, effectivement, on peut greffer cet élément-là à la notion d'alliance thérapeutique. Ça fait partie, en fait, c'est pas dans la littérature, c'est pas inclus, mais on peut en déduire logiquement que ça en fait partie aussi parce que il y a des soins. Puis on l'entend aussi de beaucoup de gens dans les milieux de pratique là, que ça se fait. Je ne sais pas quelle est l'étendue de cette pratique, mais ça se fait. Les travailleurs retournent, même la CNESST autorise les retours au pays pour suivre les traitements, être avec la famille, avec les proches, et puis avoir tout le soutien moral, émotionnel, et puis pour pouvoir supporter là, cette épreuve hein, d'incapacité, et donc on n'en sait pas beaucoup plus pour le moment, mais je sais qu'il y a des chercheurs en ce moment qui vont sur le terrain. Là. Je me demande si c'est pas justement Daniel Bélanger qui est allé, ou toi, il y a des chercheurs qui vont sur le terrain
au pays, là où il y a le recrutement des travailleurs étrangers avant d'arriver au Québec, avant d'arriver à Montréal. Et puis, là aussi, il y a des enjeux parce que les agences au pays d'origine ne sont pas toutes très nettes. Hein. Il y a des choses qui se passent déjà dans le parcours laborieux, le parcours labyrinthique. Là, il commence là aussi dans le pays, avec des agences qui sont quand même assez intéressées par l'appât du gain, plus que par s'assurer que les travailleurs sont traités avec dignité et respect. Oui. Je pense qu'on doit s'y intéresser de plus en plus. Ces comportements-là vont se multiplier. Oui, bien juste là-dessus, oui, c'est super important. Et puis, c'est pas pour faire la promotion de notre manifeste, mais on lance un manifeste jeudi prochain là, sur le travail précaire. Et puis, il y a une clause qui dit qu'il faut renforcer là, ces liens-là transnationaux, là, justement pour assurer une surveillance, puis punir. J'ai bien aimé tout à l'heure l'idée là, de les corporate killers ou corporate. Oui, justement, là, pour qu'on puisse mettre le grappin dessus quand c'est nécessaire. Là. Hi. Well, I just wanted to add to what the gentleman was saying earlier. I'm a migrant worker, and what he says about, the doctors, most of the time, you don't get to go to the doctor as an injured migrant worker. You're sent home. And going to the doctor is the one that the employer knows. And so they tell them what they're supposed to do. So you actually are trapped on every side. And so it makes everything even more difficult, not understanding, the laws here and how it works. And then, everything that you have to do is tied to the employer. It makes everything even that more difficult. Thank you for stating it, because I think that it just makes clear that the access to your recourse, if you can't even document the accident or the illness you had, it becomes almost zero. It's that repatriation is really a tool that blocks people from having their rights. Yeah. Well, I think now we have to put a pause to this interesting discussion and exchange. So we invite you to discuss and ask your questions during the meal. And thank you for attending this workshop. And see you after lunch.